Oh là 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 là, putain, Pixel, putain. Ce film est vachement plus étrange qu'il n'y paraît quand même. Ils ont réussi à te placer, je sais pas au nom de quoi, je sais pas en quel honneur. Il y a une référence à Ghostbusters. Pourquoi? Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve pour cette vidéo critique Retour perdant, le film qui aura remplacé Taxi 5 dans ce programme de critique. Il s'agit donc de Love Addict, qui à mes yeux devrait bien plus s'appeler Sex Addict. On n'est pas loin, à mon avis, de partir sur encore un nouveau film polémique avec Kev Adams. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Il suffit d'une petite. De pas grand chose pour mettre le feu à la poudrière. C'est un film de je sais plus qui. Je sais pas ce qu'il a réalisé, j'ai pas eu le temps de regarder ça. Et je l'ai vu en avant-première. Pur et bon sang. Ça veut dire que là, à peu de choses près, je vais vous sortir la vidéo le jour de la sortie du film, environ, peut-être même un jour avant si jamais j'ai assez de temps. Mais bordel, je vous fais jamais d'avant-première, quoi. J'ai tous les films qui me sont proposés au cinéma, que j'adore, que j'aimerais vous sortir le jour même, que j'aimerais vous sortir le jour J, avoir le temps de le voir en avant-première pour pouvoir préparer la critique avant. J'ai jamais d'avant-première, que ce soit Star Wars, les Marvel, les Disney, les super gros films de gros réalisateurs, voilà, il n'y a jamais d'avant-première. Je vais voir Love Addict, j'y vais en avant-première. Il faut m'expliquer pourquoi moi-même je me pose beaucoup de questions. C'est quand même bizarre. Je sais pas vers quoi essaye d'aller le film. Je sais pas ce qu'il veut véritablement. Et je vous parlais de Les Dents, Pipi et Oli il y a pas longtemps, qui est le dernier film que j'ai vu, où il manquait la situation finale du film, où il se précipitait à la fin pour terminer au plus vite cette comédie bidon. Le problème avec Love Addict, ou Sex Addict donc, c'est presque le même problème, il n'y a pas de dénouement. Il n'y a pas de dénouement dans ce film. C'est la partie qui vient juste avant la situation finale, c'est la résolution du problème. Il est bâclé, il arrive, mais comme un cheveu dans la soupe. Au nom de quoi au nom de quoi le film essaye d'aller vers ce chemin, je comprends pas. Alors donc, c'est un film dans lequel on retrouve Mélanie Bernier et Kev Adams, entre autres, avec la participation amicale de Guy Lecluise qui a un temps d'apparition de 20 secondes. Donc moi je comprends toujours pas ce truc, moi. Vous savez, les trucs avec l'aimable participation, avec l'amicale participation, avec l'honorable machin et quoi. Et souvent c'est des rôles, quand on te met ça en évidence, à dire ah la personne t'as vu elle a été grand seigneur, elle a accepté de venir tourner dans notre film, le rôle la plupart du temps ne sert à rien. Quand on a ce truc là, ça veut dire que le personnage ne va servir à rien ou va faire un caméo. Alors à quoi bon mettre, enfin je veux dire, imaginez si au début de tous les Marvel fallait mettre avec l'aimable apparition de Stan Lee. Et encore ça aurait du sens parce que chez Marvel il revient à chaque fois, enfin je veux dire ça a créé une légende. Que là, Guy Lecluise n'a servi à rien dans le film, je vais vous expliquer un petit peu. Et c'est d'ailleurs autour de lui qu'il y a la référence à Ghostbusters que je n'ai pas pigé, je sais pas d'où elle vient. Si encore elle était expliquée, si véritablement il y avait une identité par rapport à ce qu'essaye d'apporter le réalisateur, ou par rapport à ce que vivent nos personnages pour donner une petite péripétie avec un micro-lien à Ghostbusters, pourquoi pas, mais alors je vais vous la raconter tout à l'heure dans la critique, cette référence, mais voilà. Et ouais, est-ce que Kev Adams n'a pas encore fait un choix douteux par rapport au film pour lequel il est casté? Parce que parmi les défauts du film, qui sont pas si nombreux que ça, mais qui sont peut-être assez piquants l'air de rien, pour un film convenable et divertissant, on a quand même quelque chose qui ressort assez bancalement. Tu es un petit peu gêné par ce film. Et donc du coup, Love Addict, bah, ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à dire que chaque femme rencontrée dans le film est juste une paire de seins et une paire de fesses, on va dire, pour le protagoniste. On va pas voir énormément plus loin que ça sur chacun des rôles féminins. On a Sveva Alviti aussi qui se ramène. Sveva Alviti qui avait joué dans Dalida, qui avait joué le personnage de Dalida. C'est juste une paire de nichons et un boule dans le film. C'est peut-être comme ça que le scénario se met en place, c'est peut-être pour ça qu'on va trouver des excuses. Oui, le scénario veut que forcément le personnage a une sorte de maladie où il ne peut pas s'empêcher de tomber amoureux d'une fille, sauf que le film va bien plus loin que ça, c'est ce dont je vous parlais, Sex Addict. C'est encore pire que ça, c'est une maladie sexuelle qu'il a, c'est pas seulement une maladie amoureuse de séduction, qui soit envoûté par une femme au point de la regarder, de ne plus savoir quoi dire, il n'est pas seulement comme ça, il a le besoin de coucher avec et de se dire bah, si je l'ai dans mon pieu, c'est gagné. Il a une autosatisfaction qui ressort de cette maladie et c'est ce qui devient un petit peu malsain quand même au bout d'un certain moment du film parce que même s'il a l'envie de la combattre, il n'a pas l'envie de la combattre par rapport à ce que ça lui a, à ce qui s'inflige. Il a envie de combattre cette maladie, entre guillemets, appelons ça comme ça, parce que ça lui apporte des problèmes extérieurs par rapport à ça. Il se fait virer de son boulot
et ça lui apporte pas stabilité en fait. Mais sinon, il est pas du tout peiné par ce qu'il fait, il est pas du tout peiné par toutes les meufs qu'il laisse en plan, il y a aucun au travail de remise en question. C'est ça qui est un petit peu bizarre finalement dans le film par rapport à l'image qui se fait des femmes. Et donc Mélanie Bernier est là pour le soigner, en quelque sorte, pour essayer un petit peu de le dévier. Est-ce qu'elle va vraiment réussir au cours du film? T'as pas vraiment la réponse à apporter à cette question. C'est là que je vous dis, il n'y a pas vraiment de dénouement. Est-ce qu'il est guéri à la fin du film? Ben, on n'en sait rien. On sait juste qu'il est amoureux d'elle, bien évidemment, et qui maintenant il se sent plus ou moins impliqué avec elle au point de renier d'autres femmes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il perd pour autant tout sentiment d'attirance dès qu'il va croiser une femme? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout parce que le film n'a pas de dénouement là-dessus. Ça arrive comme ça, bim. Au cours du film, par exemple, aussi, il va se faire embaucher dans une nouvelle entreprise qui démarre, un petit truc américain qui vient s'implanter en France. Et la femme du patron est un véritable canon, et c'est pour ça qu'il doit se préparer à la rencontre avec cette femme, parce qu'il faut absolument pas qu'il la séduise, parce que le patron est un Texan qui est réputé comme étant assez pro de la gâchette, on va dire, ce qui est un petit peu cliché américain, hein, totalement. Et alors que ce patron et cette femme donc sont absents tout du long du film pour te préparer à la rencontre, on t'annonce un point de rendez-vous qui va arriver, et il débarque avant le point de rendez-vous, c'est-à-dire 2 jours avant, pour foutre la merde dans l'histoire et te créer un dénouement express, surprise, où il va rencontrer, comme par hasard, la femme du patron. Il se préparait vraiment à la rencontre, et elle arrive comme ça un soir, sans prévenir, sans comme ça, viens, on va faire connaissance. Bah ouais, mais je t'en prie. Et bien sûr, comme il a eu les cours de Mélanie Bernier, il va pas vraiment résister en soi, il va un peu se laisser faire, et au bout d'un moment, il va finir par la quitter, parce qu'il se souvient de Mélanie Bernier, mais il va pas vraiment être ferme avec cette nana du patron et lui dire non. Je veux dire, il y a un côté malsain aussi parce que même elle, tu dis en tant que femme de patron, elle cherche aussi à se séduire. On part d'un problème de départ où c'est lui qui est vraiment envoûté par n'importe quelle fille, peu importe qu'elle soit séduisante ou pas, dès qu'il croise une fille, même si elle ne cherche pas à le draguer, il en tombe amoureux. Que là, on a vraiment la femme du patron en mode femme fatale, un peu pute et pétasse sur les bords, qui vient le draguer et tu te dis, mais oh, voilà, quelle image ce film a des femmes, de la relation addictive par rapport au sexe. Enfin, qu'est-ce qu'on entend là-dedans? C'est un peu, ouais, c'est très bizarre. Je sais pas si c'est malsain, je sais pas si c'est complètement tordu. Alors il y a peut-être une note positive quand même que je vais relever par rapport à ça, c'est le personnage de Marc Lavoine qui est l'oncle de Kev Adams dans le film et qui lui est vraiment drôle. Le film aurait dû se concentrer uniquement sur lui. C'est le personnage quasiment inverse de Kev Adams. Lui a renoncé absolument à toutes les femmes, s'est fait larguer par la tante de Kev Adams, qui est joué par Julie Gaillet. Alors là, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau. Julie Gaillet pour jouer la tante de Kev Adams, quoi. Mais putain, non mais on... Ah là 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 là. Bon, enfin voilà. Et en plus, à la fin du film, elle revient avec Marc Lavoine. Et donc lui, du coup, se fixe des limites. Il veut plus voir aucune femme. Il attend le retour de son ex à tout prix. Chaque jour, il s'habille bien. Enfin, c'est ça qui est drôle, quoi. Il attend son retour. Il se met des illusions dans la tête comme si elle allait revenir, alors que ça fait 2 ans qu'il se passe rien. Et qu'il exige absolument qu'il n'y ait aucune femme qui rentre dans ce qu'il appelle le temple, l'appartement dans lequel il vit avec Kev Adams, pour ne pas être, pour pas avoir de mauvais souvenirs qui lui refont surface. Et je trouve que c'est une intrigue vachement plus intéressante et vachement plus aboutie et vachement mieux mise en scène que celle de Kev Adams, sur laquelle on a finalement beaucoup de doutes et sur laquelle elle se bâtit pas correctement, quoi, celle de Kev Adams, alors que celle de Marc Lavoine est vraiment très drôle, tu comprends. À chaque fois, il est absolument outré, il part dans des délires où il devient complètement fou, où il parle espagnol, un espagnol à 2 francs 50, tu sais pas d'où ça sort, mais voilà, il a des réactions un petit peu surprises, des trucs comme ça. Il parle très très mal à certaines femmes. Quand il y a Mélanie Bernier qui doit arriver dans l'appartement pour surveiller Kev Adams, il lui parle un peu comme à une moins que rien, mais pas dans le côté où il ne respecte pas la femme, pas du tout, c'est juste qu'il a vraiment envie de s'en protéger, et c'est là que le message du film est bien mieux fourni quant à ce que les hommes pensent des femmes. Voilà, on peut dire que la femme, c'est aussi un objet de peur pour l'homme, quelque chose qui nous terrifie, duquel on a envie de se protéger, parce qu'on sait que ça peut être une source de souffrance par rapport à l'amour qu'on leur porte. Et c'est là-dessus, voilà, que je comprends pas pourquoi le personnage de Marc Lavoine est mieux écrit et plus sympa à suivre, même s'il apporte pas grand-chose à l'histoire parce qu'il reste à l'appartement sans rien faire d'autre. À chacune de ses apparitions, c'est une bénédiction, c'est une petite bouffée d'air frais dans le film. Par rapport à l'intrigue de Kev Adams, elle est pas nulle, elle est pas bidon dans son suivi, mais elle est pas logique et elle n'a rien de très évolutif, ça suit pas un cours vraiment logique.
et c'est pas vraiment fourni par des sentiments, par des relations personnages qui vont apporter beaucoup de voilà d'évolution et beaucoup de sens au film, pas tellement non. Entre Les Dents, Pipi et Oli qui était complètement vide, et là un film qui manque de sens, on sait pas vraiment quelle direction est choisie et pourquoi on en arrive à ce résultat-là qui est plus que douteux. Euh, Avec Taxi 5 à côté, putain, là les comédies françaises, c'est le bazar complet, vraiment. Encore un film que M6 aime aussi, je préfère le dire, hein, parce que Les Dents, Pipi et Oli, c'est encore un film soutenu par M6. Faut vraiment éviter ou faut pas chercher à comprendre les comédies soutenues par M6, je comprends pas, moi. Déjà c'est vendu comme étant voilà c'est vraiment le produit fait pour que si M6 soutient c'est pour que dans 2 ans 1 an et demi à la rigueur le même film va passer sur la même chaîne sur W9 ou que sais-je enfin voilà c'est à dire que c'est des comédies de télévision quoi ça s'arrête là en termes de d'histoire, parce que le scénario n'est pas travaillé vraiment pour quelque chose de spectaculaire au cinéma, pour quelque chose qui fasse vibrer vos émotions en termes de sentimental, en termes de rire, c'est pas assez suffisant, c'est ce que je disais encore avec Les Dents, Pipi et Oli, on est loin de quelque chose de suffisant pour se déplacer au ciné et vraiment faire vibrer les spectateurs, enfin, c'est dommage. Bon maintenant j'en viens à la référence de Ghostbusters tant attendue, parce que oui c'est vrai que j'aurais dû en parler beaucoup plus tôt même, je comprends pas, au moment où il y a Guy Lecluise, finalement, qui est c'est l'ordre des psychologues qui au début du film, qui va radier cet ordre va radier le personnage de Mélanie Bernier parce qu'elle a une faute professionnelle, ça aussi très mal amené, très bizarre, qui fait avancer le scénario d'une facilité. Enfin, je vous raconterai pas ce que c'est, mais bref, c'est pas du tout de sa faute. Tu sais pas pourquoi elle est radiée, elle est virée à cause d'un mec qui s'est suicidé parce qu'elle a eu le dos tourné 2 secondes. Voilà, un psychologue qui n'a pas surveillé son patient. Et enfin, je veux dire, c'est un peu dans la façon dont c'est amené, c'est présenté, c'est gros, c'est lourd, c'est poussif, et ça n'amène à rien de logique, même ne serait-ce qu'au début. Et donc elle est radiée par cet ordre des psychologues, et il y en a 3. Et chacun des 3 a un espèce de petit présentoir devant son bureau, un petit truc où c'est marqué les noms des grands psychologues dans un espèce de grand bureau de grande salle, vraiment des grands psychologues, des trucs comme ça. Et c'est marqué Spengler, Stans, et c'est quoi le dernier? Purée, je sais plus, ça va me revenir. Et Venkman, bien sûr, voilà. Donc les 3 noms des Ghostbusters. Pour 3 psychologues. Je veux dire, les Ghostbusters, c'est des mecs de l'université, c'est même pas des psychologues. C'est des parapsychologues du, je sais plus, c'est des trucs du parapsychique, du paranormal, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas des psys, donc je ne vois même pas la référence. Ils auraient pu sortir une petite phrase Made in Ghostbusters, histoire de, voilà, de terminer la référence jusqu'au bout, mais non, il y a juste le nom des Ghostbusters devant 3 psychologues dans le film, dont Guy Lecluise. Oh, pourquoi? C'est très bien, ça peut être sympa, j'adore moi les clins d'œil. Si c'est fait aussi discrètement, parce qu'en plus c'est pas tape à l'œil, il faut le voir, c'est un cinéphile qui va remarquer ça. Mais si un cinéphile n'a pas l'explication qui va avec la référence, ben je ne vois pas en quoi elle a lieu d'exister dans le film et comment elle va servir justement ce petit sourire que ça va nous apporter, parce que pour le coup je me suis juste dit, tiens, il y a le nom des Ghostbusters sur ce purée de bureau. Ça aurait été sympa d'en sourire, de trouver la petite vanne, le petit sketch qui va avec, le petit personnage qui va voilà, accomplir jusqu'au bout cette référence, je comprends pas. Il y a du Carmen niveau musical dans le film pour souligner l'aspect amoureux, mais il y a du Carmen limite à outrance, un peu remixé sur les bords, et t'entends plus que ça dans le film, et je ne vois pas ce que ça vient faire de l'opéra dans un film un petit peu moderne. Non pas que les deux ne se mélangent pas, mais pourquoi, là aussi, pourquoi insister tant sur Carmen si ça n'a d'autre utilité dans le film que d'être présent parce que c'est de l'amour et parce que le film traite plus ou moins de l'amour à différents degrés, et encore je vous l'ai dit, ça traite beaucoup plus de sexe en lui-même que d'amour passionnel, donc pourquoi du Carmen là aussi, pourquoi? Et donc ouais, je conclue là-dessus, je ne comprends toujours pas, parmi tous les trucs que je comprends pas dans ce film, il y a un dénouement qui arrive comme ça. Que le personnage de Mélanie Bernier soit amoureux de Kev Adams, c'est plus ou moins ce qu'on ressent dès le début. On voit très bien que le patient, elle le regarde, elle le voit comme quelque chose qu'elle contrôle, déjà d'une, ce qui est important. Une femme qui contrôle un homme, donc ça, c'est, voilà, elle a déjà la main dessus. Donc tu sais très bien ce qui va arriver. Et Kev Adams, le fait qu'il soit soigné grâce à l'amour qu'il lui porte aussi, c'est une façon de voir les choses voilà, qui est plutôt correcte dans la comédie proposée. Mais c'est tout le dénouement qui manque. En fait, là, on a le résultat. Le résultat, c'est Mélanie Bernier amoureux de Kev Adams et Kev Adams soigné grâce à cette relation qu'il va entretenir avec Mélanie Bernier. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'entre-deux, on n'a pas le pont qui mène à ce résultat-là dans le film. C'est exactement le problème qu'il y avait dans Les Dents et Pipi et Oli, à l'inverse. C'est quand même bizarre. Ces films où on va pas jusqu'au bout, il manque une étape.
il manque une étape totalement. Et voilà, rien que pour ça, retour perdant, parce que ça se voit, c'est flagrant. À côté de ça, j'ai peut-être ri à certains moments. Il y a des moments qui passent, qui tombent complètement à l'eau, mais complètement en termes de vanne, parce qu'on ne s'est pas arrêté au bon moment. La vanne est allée trop loin ou pas assez. À chaque passage de Marc Lavoine, comme j'ai dit, là ça fait du bien, là je rigole franchement, j'ai des sourires, je vois quelque chose qui m'amuse. Alors qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a-t-il la réponse à ça? Donc voilà. On va se quitter ici sur cette critique donc de Love Addict. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une vidéo de Bienvenue à bord pour la saison Princesse et Pirate à Disneyland Paris que j'irai tourner lundi prochain. Voilà. Et pour ce qui est des prochaines critiques, je pense qu'on ne se retrouvera pas avant Avengers Infinity War qui promet d'être une grande critique aux côtés de Louis, mon petit frère, et aux côtés de Fabien. On sera présent certainement d'une critique directement à chaud à la sortie du film, peut-être dans la voiture, je pense, ou peut-être ici, ça dépendra. Donc voilà, on se dit à la prochaine, à très bientôt. Et franchement, si vous avez compris quelque chose à ce film, bah, tant mieux pour vous. Mais moi, vu ce qu'il en ressort, je vous déconseille d'aller voir Love Addict. Salut à tous!